Bonjour à tous et bienvenue chez les expertes. Pendant près d'une heure, nous passerons en revue les événements de la semaine écoulée. Alors on va parler de sacs, de congés, de cumuls, d'asile, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 6 femmes, 2 invités politiques et 4 expertes. Alors on va commencer par la première. Elle est à la fois psy et historienne, militante et réfléchie. Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Elle est une des rares rédactrices en chef dans un grand média, Barbara Mertens de BRTL, bonjour. Bonjour. Elle scrute les actualités régionales pour en tirer le meilleur sur son site Vivre ici, bonjour Aurore Pénois. Bonjour. Elle est de toutes les causes, surtout féminines. Surtout celle des sacs. La journaliste B.R. Colini, bonjour. Bonjour. Et on va commencer évidemment par notre premier sujet. Notre premier sujet, ce sont les cumuls. On s'est beaucoup questionné pendant la semaine sur les cumuls. À l'occasion de la situation d'Armand de Decker, bien sûr, qui a clairement fait une faute déontologique pour son parti, le MR. Mais peut-on être avocat et homme politique? La réponse du député bourgmestre avocat de Forêt, le socialiste Marc-Jean Geisels. Il était mon invité mercredi. C'est une erreur de vouloir empêcher tout cumul, parce que je crois que c'est vraiment important. Au Parlement bruxellois, il y a 30% des parlementaires qui exercent aussi des fonctions exécutives dans les communes. Ils ont véritablement une approche et une connaissance du terrain. Je vois aussi une grande différence entre les parlementaires qui n'ont pas la pratique du terrain. Souvent, ils font des propositions d'ordonnance qui ne collent pas avec la réalité. Et puis, de toute façon, les rémunérations sont plafonnées. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont qu'un seul mandat et qui l'exercent très mal. Il y en a d'autres qui en ont 2 et qui le font très bien. C'est une question d'organisation aussi et de priorités qu'on se fixe dans la vie. Je crois qu'il faut faire, mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les huissiers, c'est vrai pour les médecins. Moi, j'ai connu, par exemple, quelqu'un qui siégeait dans un collège échevinal et qui, de temps en temps, délivrait des certificats médicaux empêchant des employés communaux de travailler. Moi, ça me semble aussi un conflit d'intérêts évident. Donc chacun, évidemment, doit être extrêmement prudent dans l'exercice de sa profession et ne pas se mettre en défaut vis-à-vis de l'éthique ou vis-à-vis de la déontologie. Alors Sylvie Losberg, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on parle du décumul chez les politiques. Non, parce que ça pose quand même la question aussi de la professionnalisation de la vie politique. Quand on n'est plus réélu, qu'est-ce qu'on fait si on a laissé tomber son travail? Et il faut reconnaître que la vie politique en tant que député, par exemple, c'est quand même un CDD XXL. Je veux dire, il n'y a jamais rien de garanti. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que ce qui est quand même pointé ici dans le reportage, c'est la question de la déontologie. Et là-dessus, on est évidemment dans un moment très, très particulier avec ce Kazakh-gate, mais qui met en évidence la question de l'éthique personnelle, au fond. Parce qu'on peut régler tout ce qu'on veut, on peut faire des lois. Ce qui est au cœur de cette question, c'est ce conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'on prend comme dossier quand on est avocat? Jusqu'où on se fait payer? Combien? Pourquoi? Et puis, la sélection, voilà, il y a une notion de conflit d'intérêts. Et ça, c'est l'éthique personnelle qui est en jeu. Je dirais que c'est un peu dommage de devoir redire des choses comme ça aujourd'hui, parce qu'au fond, ça paraît un peu naïf de dire ils n'ont qu'à être plus honnêtes. Mais c'est ça le cœur du débat. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand même, quand on regarde la répartition socio-professionnelle des élus, elle n'est pas du tout parallèle à la répartition socio-professionnelle des citoyens. On a des avocats, on a des fonctionnaires, des dirigeants de PME ou des agriculteurs ou des... Bruxelles, il y a peu d'agriculteurs. Oui, d'accord, mais bon, ou des commerçants, quoique, ou des commerçants, il n'y en a pas. Et donc je pense que c'est là aussi qu'il faudrait peut-être avoir une réflexion à ce sujet. Barbara Mertens. C'est clair que c'est un problème d'éthique et le souci aussi, c'est que Marc-Jean Geisels le disait, c'est intéressant de devenir mandataire et d'avoir l'expérience d'avocat parce qu'on est plus efficace, ok, mais il risque d'y avoir un danger quand celui qui avait bien les pieds sur terre en tant qu'avocat commence à avoir le pouvoir qui lui monte un petit peu à la tête peut-être et de mélanger ces deux fonctions. Donc clairement, on est dans un souci d'éthique, conflit d'intérêts, perte de notion du réel et il y a aussi ce souci d'être mandataire, c'est pas un emploi garanti, donc il y a quand même cette question, si on quitte un métier, peut-on y retourner après? Voilà, c'est ce il y a un vrai débat. Pour les indépendants, les professions libérales, c'est possible, en tout cas, ça a l'air d'être possible pour les avocats. C'est plus facile, sans doute. Aurore Pénois. Je rejoins mes 2 collègues, mais c'est vrai que peut-être envisager un peu, comme il y a chez les journalistes, cette espèce de règle de déontologie à suivre, donc il y a cette éthique effectivement à suivre, mais peut-être qu'il y a des barrières à mettre à un moment et les écrire. Une idée. Bercolini. Moi, je trouve que c'est important de garder le contact avec la réalité. Je suis frappée parfois par des gens qui ont des grands discours sur l'entreprise alors qu'ils n'ont jamais dirigé une entreprise. Voilà, donc je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Je trouve qu'il faut trouver effectivement
des formules pour que des Ça règles soient fonctionne, respectées, oui. mais que ça fonctionne. Voilà. Alors, on va demander l'avis de nos invités politiques. Je vais demander à Sita Kanko et à Céline Frémaux de nous rejoindre. Venez, installez-vous. Oui, vous pouvez entrer, tout à fait. Installez-vous là. Donc, Céline Frémaux, ministre, entre autres, de l'Environnement et du Logement à la région bruxelloise, CDH, et Asita Kanko, qui est conseillère communale et maire à Ixelles, qui s'installe à ses côtés. Alors tout de suite, vous avez entendu, Céline Frémaux, ce qu'on a dit sur le cumul, toutes ces questions qu'on se pose. Vous d'abord, votre situation personnelle, c'est quoi? Quel métier faisiez-vous avant d'être ministre? Alors écoutez, d'abord, je suis licenciée en droit et donc j'ai enseigné à l'Université catholique de Louvain comme assistante en droit public. Et donc j'en ai profité pour continuer une partie de l'enseignement, c'est-à-dire que j'étais d'abord assistante parlementaire et j'ai enseigné à partir de 1999 également en haute école. Et donc maintenant je suis ministre, je suis conseillère communale à Uccle, donc j'ai plus de mandat d'échevin puisque et vous n'enseignez plus? Et j'enseigne 2 heures par semaine durant un trimestre, puisque c'est effectivement, je dirais, le métier que j'ai exercé, parce que j'ai toujours considéré que la politique était un engagement et pas un métier. Je pense toutefois qu'il y a toute une série de nuances à apporter en fonction du type de métier qui peut être exercé aussi. Donc enseignant, ça va? Mais alors, si j'étais enseignant à temps plein, ce serait compliqué, vous pouvez bien le comprendre. Je crois qu'il y a aujourd'hui 2 difficultés qui se posent dans la question du cumul, c'est la question du temps. Est-ce qu'on peut se consacrer en fait pleinement à un mandat en exerçant effectivement d'autres types d'engagement? Alors moi j'ai connu des bourgmestres, je pense à Joël Riguel, Hervé Doyen, Benoît Strex, qui ont une capacité à pouvoir être parlementaire et en même temps bourgmestre et occuper très très bien le terrain communal. En même temps ça demande énormément d'investissement personnel. Et puis en même temps, d'un autre côté, il y a la question aussi de l'argent, qui est évidemment toujours quelque chose qui est pointé du doigt. Avec ça, il y a toute une série de règles beaucoup plus strictes aujourd'hui sur la question du cumul, du plafond. Ça, je pense, c'est extrêmement sain. Et en même temps, le débat doit être nuancé parce qu'on a souvent reproché aux politiques d'être des alimentaires de la politique. Donc je pense que parfois, il est bon de pouvoir se régénérer. Maintenant, je pense que évidemment, il y a toute une question de professions qui peuvent poser des questions en termes de conflit d'intérêts. Et c'est là, à mon avis, que le curseur doit être mis en termes de discussion et de débat politique. Et cette discussion doit avoir lieu au Parlement bruxellois aussi, pas seulement au Parlement fédéral? Moi, je pense que la discussion doit avoir lieu dans tous les parlements. Elle a été initiée en Wallonie il y a quelques années. Et c'est assez injuste, d'une certaine manière, que la Wallonie soit aujourd'hui seule avec des règles extrêmement strictes qui peuvent être remises en cause, mis en cause. Je pense qu'il faut un débat qui soit égalitaire entre l'ensemble des assemblées et que les questions qui se posent aujourd'hui à tout un chacun, qui interpellent, puisque j'entends bien que le citoyen est interpellé, il y a toute une série de raisons pour cela aujourd'hui. Je pense qu'il faut y répondre, il faut répondre sereinement. Alors peut-être qu'il y a des moments qui sont plus appropriés pour le faire. C'est vrai qu'on connaît aujourd'hui pour le moment toute une série de débats liés à l'affaire du Kazakh-gate et c'est peut-être une manière d'initier, mais il faut le faire dans la sérénité, je crois, de façon... On va essayer de ne pas cumuler la parole. Donc, voilà. On va laisser la parole à Asita Kanko et lui demander... Elle c'est un autre cadre, puisque vous êtes plutôt... vous travaillez en entreprise, dans le privé, et la politique n'est pas l'essentiel de votre travail. Non, la politique a toujours été un engagement pour moi. Mais évidemment, je ne suis pas encore ministre. Mais ceci dit... vous avez des ambitions. Hein. Je travaille dans le secteur privé, donc je trouve que c'est très important, très intéressant de savoir ce que vivent les gens, le citoyen lambda quand il se réveille le matin et qu'il doit se battre pour son pain. Ça, c'est vraiment important pour moi de garder un pied là-dedans. Et je suis personnellement contre les cumuls et surtout contre les cumuls sauvages. Parce qu'il y a des gens qui font tout en même temps et on se demande à la fin ce que la politique devient pour eux. Ce n'est plus un engagement, ça devient mais une carrière qui remplace vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Et c'est un cumul non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que la politique à vie, moi j'ai milité contre la politique à vie déjà quand je grandissais en Afrique, au Burkina Faso, où voilà, pendant mes de l'âge de 7 ans jusqu'à à l'âge de 34 ans, c'était toujours le même président. Donc j'ai jamais accepté. Donc on voit des gens qui quittent ici, qui vont dans un pays africain dire à un président africain, on ne voudrait pas que tu cherches un 3e mandat. Mais sauf que moi je préférais qu'on n'envoie pas quelqu'un qui a déjà fait 5 mandats. Ce serait, je suis contre le cumul des mandats là-bas aussi. Il y a un peu trop de mandats
mandats chez nous aussi. Il y a un peu Ouais. trop et donc ça ne permet pas la régénération politique. C'est en même temps un outil de contrôle qui va asseoir davantage la particratie parce qu'on va rémunérer, punir, récompenser, etc. Et la main qui vous commande, la main qui vous nourrit, elle va vous commander. La politique ne devrait pas devenir alimentaire. Elle devrait être au service des citoyens. Ça vous paraît possible, ça, Céline Frémaux, de dire, je ne sais pas moi, après encore un autre mandat comme ministre, d'arrêter et je retourne à l'enseignement? Est-ce que c'est quelque chose Si j'ai gardé un métier, même sous un si petit créneau horaire, c'est pour toujours avoir la liberté de faire ce que je souhaitais. J'ai ce métier-là, j'ai des engagements. Je pense qu'il est sain, à un certain moment, d'arrêter. Mais il faut pouvoir arrêter à temps. Et je crois qu'il faut toujours avoir cette lucidité-là. Quand je suis devenue ministre, on m'a dit « Mais alors, vous êtes parti pour 15 ans de ministériel ?» Et j'ai dit « Non, je ne pense pas. Je pense qu'à certains moments, on a de l'énergie. Je crois qu'à certains moments, on a des convictions qui sont là. On a un certain âge. On a pu se construire aussi politiquement. On est, je crois, en capacité de pouvoir exercer un mandat. Je crois qu'à certains moments, on a tout donné. Et je crois que quand on a tout donné, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut avoir la lucidité de pouvoir s'arrêter. Donc j'espère que j'aurai cette lucidité-là ou qu'on me rappellera que je dois l'avoir. On va peut-être toucher un mot de ce dont je voulais qu'on parle à la fin de l'émission, mais ça tombe bien, ceux qui arrêtent, hein, les grands départs. Alors il y a François Hollande a décidé, lui, d'arrêter. Rosberg prend sa pension alors qu'il est un jeune champion du monde de Formule 1. Et il y a comme ça des cas de gens qui arrêtent aussi à un moment donné. Alors à Sitakanko, est-ce que ceux qui arrêtent, est-ce qu'ils ont raison d'arrêter ou est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout d'un combat? Je pense qu'il faut savoir partir à temps, au bon moment et laisser la place à d'autres. Il y a beaucoup de talents dans le monde. Il y a des gens qui peuvent prendre. Il y a la relève qui est là. Il faut savoir laisser la place à un moment donné. Maintenant, il y a eu quelques années où Sabine Laruelle est partie aussi. C'était une très bonne ministre, une femme extraordinaire. Et évidemment qu'elle a laissé un vide. Maintenant, il y a ceux qui partent parce qu'ils le veulent et ceux qui ont été obligés. Je ne pense pas que Fidel Castro a choisi. Mais par contre, François Hollande, je me dis, c'est un acte. Enfin, c'est vrai que je me suis dit, il est le seul maintenant à croire au sondage, ou bien il est contre le cumul des mandats, ou sinon, blague à part, c'est un acte digne. Je trouve que c'est rare qu'un homme politique reconnaisse ses erreurs, se mette vraiment face à son destin et prenne une décision aussi courageuse. Donc ça, je trouve que c'est important. C'est votre avis aussi, Céline Frémaux? C'était une décision digne, celle de François Hollande? Je crois que c'est une décision qui est digne, effectivement. Le qualificatif est exact. Est-ce qu'elle est courageuse? Je pense que François Hollande avait pris toute une série d'engagements. Les engagements étaient très clairs en début de quinquennat. Alors, il n'a pas vécu un quinquennat facile, vu toute une série d'événements, notamment les attentats en France. Il avait quand même dit qu'il ne se représenterait pas s'il n'arrivait pas à inverser la courbe du chômage. Je pense que l'annonce qui a été faite hier soir a surpris beaucoup de monde, parce qu'il y avait effectivement une question de primaire qui s'annonçait. Est-ce que c'était maintenant, dans une semaine, dans 2 semaines? Je ne pense pas que beaucoup de personnes avaient tellement anticipé le fait qu'il débrancherait la prise. Il semblerait en tout cas qu'il y ait pu avoir des discussions, en tout cas suite à la primaire de la droite, et je crois qu'il a eu un certain courage de se dire qu'il n'était pas en capacité de mener la gauche à la victoire pour les présidentielles de mai 2017. On peut dire qu'il était digne pour l'une et lucide pour l'autre. Voilà. Sylvie Losberg, vous voulez conclure là-dessus? Oui, je pense qu'au-delà des qualificatifs sur ce dernier geste politique, c'est quand même aussi... Il a commencé son discours par lister les actions qu'il avait menées. Mais son bilan. Voilà. Et je pense que l'histoire montrera que c'est un président qui a beaucoup œuvré pour la cohésion sociale dans son pays, que sans doute c'est difficile de gouverner et que les résultats n'arrivent peut-être pas dans l'échéance des 5 ans de la présidence. Je crois que tout ça, il faudra le voir avec les lunettes de l'histoire et peut-être pas avec celles de la politique politicienne. Barbara Mertens? C'est paradoxal, mais il a eu une attitude de président responsable. La première fois. Très bien. Je vous propose de passer à un autre sujet. On va parler des mineurs de retour dans les centres fermés. C'est ce que prévoit Théo Franken dans sa note de politique générale qu'il a présentée en commission de la Chambre. Reportage de Marie Bervens et Anaïs Le Tiex.
Le secrétaire d'État à l'asile et à la migration sous le feu des questions des députés. Fin 2017, des familles, donc des enfants en séjour irrégulier, pourraient être détenus dans des centres fermés avant leur expulsion. La Belgique a déjà été condamnée à 3 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. Le secrétaire d'État s'en défend. Maintenant, on va créer tout à fait une autre chose qui respecte ces 2 principes, qui respecte la vie privée, qui respecte la vie familiale. Mais ça va être dans un setting fermé parce que c'est nécessaire, parce que maintenant la situation est que les familles dans ce séjour illégal, ils sont quand ils ne veulent pas retourner volontairement, on le met dans les maisons turtles, turtelhuisjes, on s'appelle ça. Ils partent de cet appartement parce qu'ils sont ouverts cet appartement. Alors ça fonctionne absolument pas. Du côté de l'opposition, le retour de cette ancienne mesure passe plutôt mal. Un centre fermé, c'est une prison. Et dans des prisons, on ne met pas des personnes qui n'ont commis aucun acte. Alors, aucun acte répréhensible, aucun crime. Alors, a fortiori, on ne met pas des enfants en prison. Et pour les écologistes, c'est clair, nous sommes opposés au fait qu'on mette des enfants en prison. C'est une approche qui présente ces phénomènes comme étant relevant de la fraude et en stigmatisant des enfants. Et ça nous choque profondément. Même son de cloche dans le secteur associatif, où l'on juge la mesure complètement disproportionnée. Pas de dispositions internationales qui ne permettent pas de détenir les enfants en centre fermé. En revanche, si l'on considère que l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe qui prévaut, eh bien, remettre les enfants en centre fermé, ça n'est pas respecter ce principe de droit fondamental. Theo Franken reviendra en commission de l'Intérieur le 13 décembre prochain pour répondre aux multiples questions. Ensuite, la note générale sera soumise au vote des députés. Or, Pédouin, on a l'impression que c'est une affaire qui revient, ces mineurs dans les centres fermés. C'est une affaire qui n'arrête pas et je me dis, on est en 2016, est-ce que ce pays peut à un moment avoir un petit peu d'humanité pour tous ces gens qui ont traversé énormément de choses? Et c'est vrai que je crois que la symbolique des enfants est assez forte. Renfermer ces gens qui, comme un des députés le disait, n'ont rien fait, a priori, si ce n'est devoir quitter un pays. On le voit encore avec les images d'Alep qui arrivent en ce moment. Pitié, est-ce qu'il y a moyen d'être un peu humain, quoi? C'est une question d'humanité, Céline Frémaux? Oui, très sincèrement, oui. Il faut quand même savoir qu'on était condamnés, la Belgique, à plusieurs reprises pour l'enfermement des enfants dans les centres fermés, même par la Cour européenne des droits de l'homme. On a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'un enfant soit enfermé, même une journée, dans un centre fermé. Ça manque profondément d'humanité, ça manque pour moi de respect à l'égard de toute une série de droits et libertés, notamment contenus dans les conventions des droits de l'enfant, qui datent de bien avant la décision de Theo Franken. Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut en arriver à des décisions pareilles. Melchior Whiteley, qui était secrétaire d'État à la migration, a pris une décision de ne plus le faire. Il y avait effectivement ces fameuses Turtelhuis qu'il avait mis en place. Alors oui, effectivement, c'était des maisons vertes. Et ça, je pense que ça convient bien mieux à des enfants qui arrivent sur le territoire après des conditions de traversée qui sont dures. On leur a retiré une part d'enfance. Comment est-ce que le politique aujourd'hui peut cautionner ce type de décision? Je ne le comprends pas. Asita Kanko, votre avis? Je pense qu'il faut pas séparer les familles. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, laisser les mineurs avec les familles. Oui, il est important de garder les familles ensemble. Mais ici, j'ai l'impression, comme Aurore a eu raison de dire, que ça revient régulièrement, le débat sur l'immigration, mais par petits morceaux comme ça. Et la Belgique est comme... Nous sommes tellement petits par rapport au reste du monde, par rapport au reste de l'Europe. Moi, j'attends avec impatience qu'on trouve plutôt des solutions structurelle à plus grande échelle, parce que ici l'immigration on en parle, il y a beaucoup de fantasmes aussi bien de gauche que de droite à propos de l'immigration, mais en dessous c'est vraiment des drames humains, c'est vraiment des gens qui se retrouvent sur des chemins qu'ils n'ont pas forcément choisis, mais en réalité on ne met pas en place des solutions à grande échelle qui peuvent résoudre le problème. Et au niveau international, l'Europe n'arrive pas non plus à peser d'un point de vue politique international pour que certains problèmes, pour contribuer à résoudre certains problèmes ailleurs, parce qu'en attendant, les frontières de l'Europe sont beaucoup plus proches du reste du monde. Et donc, on va avoir en plus, ça ne va jamais s'arrêter. Il faut qu'on arrive à avoir une immigration légale, par exemple. Il faut qu'on arrive à en parler franchement et trouver des solutions. Sinon, ce seront les populistes qui vont arriver, qui vont venir avec des pseudo-solutions et qui vont remporter des élections comme on a vu aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas du tout le but.
Céline Frémaux, vous haussiez les sourcils. Je rappelle quand même que le maire est le partenaire de Théo Franken au fédéral. Donc à un certain moment, il faut pouvoir assumer des positions qui sont prises là-dedans. Je considère que simplement, d'abord, c'est pas le premier fait d'armes de Théo Franken en matière d'immigration qui est choquant. Et donc, à un certain moment, je crois qu'il y a des droits et libertés qui sont fondamentaux dans un État. Il y a des droits et des libertés, il y a des conventions qui protègent les droits de l'enfant. Ce n'est pas envisageable aujourd'hui au XXIe siècle de mettre des enfants dans des centres fermés. C'est tout. Asita Kanko. Je pense vous défendez Théo Franken ou pas du tout? Moi, je ne suis pas avocate, donc comme ça, vous savez, je ne vais jamais cumuler. Vous aviez dit d'emblée. Je ne suis pas avocate, je l'ai dit d'emblée. Mais vous avez dit que vous vouliez devenir ministre un jour, donc sérieusement, il faut s'expliquer. Ce qu'il faut faire ici, c'est respecter de toute façon les lois. Et les lois, elles valent pour tout le monde, y compris pour les ministres. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on n'assumait rien. J'ai dit simplement que le problème de l'immigration, il faut le résoudre. On ne peut pas juste de temps en temps s'exciter sur une partie du sujet et puis on le remet au frigo et on le ressort encore une fois et on refait exactement le même. Il faut le résoudre globalement et ça sera mieux pour tout le monde. Et je suis, moi, pour une immigration légale aussi en Europe, tout comme il le faut au Canada et aux États-Unis. Ça changerait, ça protégerait beaucoup de gens contre les trafics humains, par exemple. Oui, en ce qui concerne effectivement la mise en centre fermé des mineurs, on ne respecte pas les conventions internationales. Mais par contre, il y a d'autres textes que Théo Franken veut absolument respecter, c'est de renvoyer les migrants qui arrivent chez nous dans le pays par lequel ils sont entrés sur le territoire européen. Là, ils respectent parfaitement, mais alors on charge la mule en Grèce, dans les Balkans, et ça n'aide pas non plus à trouver une solution. Oui, au niveau européen, il y a trop discuté. Il y a eu le contrat avec la Turquie aussi qui est complètement, qui les est vraiment inacceptable. Très nombreux à demander l'asile en Belgique. Il faut être cohérent. Et le contrat est inacceptable? Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on aille signer des accords, que l'Europe aille signer des accords avec un pays comme la Turquie, dont la géopolitique est très sensible. Le dirigeant ne se comporte pas de manière à respecter les droits humains. Donc, on a encore eu plein de choses qui se sont passées. Donc, il faut à un moment donné être cohérent avec les valeurs européennes. Vous aussi, Céline Frémaux, vous remettez en cause ce contrat que l'Europe a passé avec la Turquie? Je ne sais pas si ici le débat est de faire... on en parle. Quel est votre avis autour de la question de la Turquie. Moi, je donnais mon avis dans la question... de l'enfermement des mineurs. Et je considère que... Pas d'avis par rapport à la Turquie. Non, j'ai un avis sur la Turquie, je vous rassure. Simplement, je dis aujourd'hui sur la question de l'asile, je pense que les politiques qui sont menées sont profondément inhumaines et non respectueuses de toute une série de conventions. Et que je pense qu'à un certain moment, quand dans des états de droit, on flirte constamment avec les droits et libertés et avec les règles de droit, je trouve qu'on prend un certain nombre de risques et il ne faut pas s'étonner à un certain moment de la montée des extrêmes. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut résoudre le problème. Sinon, c'est comme si l'immigration c'était un corps humain et on est occupé à soigner le pied ou la main et pas tout le corps dans son ensemble. Donc il faut trouver une solution globale, structurelle et aussi à long terme. Je sens que ça s'énerve un peu. Je vous propose un moment de calme. Moi, je vais appeler ça l'instant Saint-Nicolas. Donc on va juste regarder des enfants et Saint-Nicolas et ça va calmer tout de suite les esprits de tout le monde. Pendant un petit moment, ça nous permettra de penser à autre chose. Voilà, Saint-Nicolas, les enfants qui lui chantent quelques petits airs. C'est la bonne période pour parler de Saint-Nicolas et des enfants. Et en tout cas, ça nous permet de passer à une autre phase concernant Théo Franken, c'est qu'on a beaucoup parlé de Théo Franken aussi en matière de cordon sanitaire, puisqu'il avait dit que pourquoi pas gouverner dans certaines communes avec le Vlaams-Belang. Donc on reparle de ce cordon sanitaire aussi. Alors là-dessus, sur ce cordon, et je vais m'adresser à vous, Asita Kanko, est-ce que là, il faut que les partis de la majorité fédérale soient stricts sur le cordon sanitaire, tant du côté francophone que du côté néerlandophone? Mon opinion personnelle est qu'on ne peut pas commencer à accepter des opinions d'extrême droite. Partout où on l'a vu aussi dans d'autres pays, l'histoire nous montre que ça n'a jamais fonctionné d'espérer une évolution positive des groupes d'extrême droite. Ils retombent toujours dans leur travers passé et ce qu'ils défendent est complètement opposé à tout ça. Je crois. Donc pour moi, il ne faut pas du tout aller faire des choses avec ces personnes-là ou espérer qu'ils vont changer. En revanche, il y a des problèmes dans la société, je le répète, il y a une douleur dans la société, il y a une vraie déconnexion entre le citoyen et le politique. Et ce problème-là, il faut le résoudre pour éviter que les citoyens ne se tournent vers n'importe qui viendrait se présenter comme étant le changement, comme on l'a vu aux États-Unis. Je le répète, c'est toujours comme ça. On a besoin aujourd'hui d'une rupture avec ce qui existe et il ne faut pas laisser un vide
politique qui va permettre à des groupes extrémistes de se constituer. Sylvie Losberg, vous vouliez réagir et après Céline Frémaux. Excusez-moi, mais moi je veux bien le cordon sanitaire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui fait Theo Franken? Qu'est-ce que c'est que cette politique? Qu'est-ce que c'est que cette rhétorique? On criminalise les gens en danger, on institutionnalise l'exclusion, on met des catégories de personnes au banc de la société, on a des propos racistes, on a des amis anciens nazis, faut arrêter quoi. C'est déjà là, le Vlaams-Belang est déjà à l'œuvre dans notre pays, il y a des politiques qui sont déjà des politiques d'extrême droite, donc moi je veux bien le cordon sanitaire, mais à un moment donné il faut faire l'inventaire alors. Hein. Et c'est le cas maintenant. On est dans une société qui est déjà droitisée. Il faut vraiment prendre les choses à la racine et pas faire des beaux discours en disant « Ah non, on va faire le cordon sanitaire ». Il est déjà rompu le cordon sanitaire. B.R. Collini. Circularité du cordon. Merci. Barbara Mertens. Il faut peut-être expliquer ce qu'est ce cordon sanitaire, parce que j'ai l'impression qu'on mélange parfois un petit peu tout aussi. Il n'est pas question d'exclure certaines idées du débat. Le cordon sanitaire, c'est un cordon médiatique, un cordon sanitaire médiatique. Hein. Non, mais aussi au niveau exécutif, évidemment. Politique C'est la exécutif. nuance, hein, de c'est pas pas la gouverner. nuance. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir une liste et d'avoir des candidats qui défendent telle ou telle politique. Et là, en l'occurrence, c'est une proposition d'un élu et maire qui souhaitait un cordon sanitaire, mais à l'encontre du PTB, puisque le cordon sanitaire existe ou existait. Là, le débat est ouvert pour l'extrême droite. Le cordon sanitaire, c'est lutter contre les idées qui excluent les gens par catégorie. C'est lutter contre le racisme. Le PTB, je ne suis pas PTB, mais le PTB, il a une politique économique extrême, mais ce n'est pas quelqu'un enfin, ce n'est pas un parti qui a des propos racistes. Contre les propos racistes, parce qu'il y a une loi qui existe. Il y a un débat entre experts. Ne me demandez pas la qualification du PTB. Je crois que le PTB est un parti démocratique, effectivement, vous le soulignez très justement. Le Vlaams-Belang est un parti dangereux, raciste, qui a fait l'objet de toute une série de condamnations. Je ne peux pas imaginer à un certain moment, qui plus est parmi les temps qui courent, la modification de toute une série de paramètres aujourd'hui, de penser le repli sur soi, qu'on puisse demain rompre ce cordon sanitaire avec l'extrême droite. Mais je suis très inquiète de savoir aujourd'hui que des membres de la NVA expriment très clairement et en fait sans aucune gêne leur capacité à demain pactiser avec l'extrême droite. Moi, je suis dans un parti, en l'occurrence CDH, qui a refusé de monter avec la NVA au pouvoir en 2014. Je crois que c'était extrêmement clair. On en a expliqué les raisons. Certains nous les ont reprochées. Pour rien au monde aujourd'hui, je ne voudrais être dans un gouvernement avec la NVA qui peut envisager de pactiser avec l'extrême droite. Je propose de passer à notre sujet suivant, où on va parler des sacs poubelles. Bon, c'est moins politique, mais quand même, ça concerne tout le monde. C'est la vie des gens. Oui, en tout cas, voilà. Les nouvelles collectes arrivent en janvier, et en quelque sorte, on revient à la situation d'avant. Reportage d'Elisabeth Goethars et Yannick Van Gansbeek. Voici un exemple de brochure que recevront les Bruxellois dans le courant du mois de décembre. À l'intérieur, les détails de la réforme qui va bouleverser le calendrier en matière de propreté. À partir du 2 janvier, et pour éviter la confusion, les sacs bleus et jaunes ne seront plus collectés en alternance, mais bien chacun, une fois par semaine. Abandon également de l'idée d'un seul ramassage hebdomadaire des sacs blancs qui a fait bondir un certain nombre de citoyens pour maintenir une collecte à 2 fois par semaine. Et puis terminer aussi les ramassages en soirée. Beaucoup de Bruxellois n'étaient pas à la maison vers 18h, 18h30. Alors du coup, ils sortaient leurs déchets le matin. Ces déchets restaient parfois 12 heures sur la rue. Eh bien, pour simplifier leur vie, on dit c'est fini, on ne fait plus de collecte nocturne. Toutes les collectes se font soit le matin, soit l'après-midi. Le matin pour les sacs blancs, bleus et jaunes, l'après-midi pour les sacs verts et les oranges. La collecte des sacs oranges est d'ailleurs généralisée à toutes les communes et ils deviennent payants pour un prix d'1,50 € le rouleau. Mais dorénavant, aucun des sacs ne dépassera 60 litres, soit 15 kilos. Nous avons fait en sorte que cette réforme donne plus d'égalité entre les travailleurs et qu'il n'y ait plus de différence entre ceux qui collectaient les sacs blancs et ceux qui collectaient les sacs sélectifs de couleur, parce que ceux-là sont évidemment plus légers. On a voulu mettre vraiment plus d'égalité, donc demain, les travailleurs porteront les mêmes sacs, les mêmes poids, feront les mêmes parcours. Et donc... C'était un élément qui était important socialement, mais également à nouveau en termes d'accidents de travail, parce que la médecine du travail nous avait quand même signalé que les tournées de sacs blancs, des tournées relativement lourdes, avec effectivement des taux d'accidents beaucoup plus élevés que les tournées de sélectives. Et donc il fallait trouver une solution. Et je pense qu'ici, en tout cas, nous avons un début de solution à ce niveau-là qui sera positif pour les agents. La réforme vise donc à simplifier tant la vie des citoyens que celle des employés de Bruxelles Propreté.
Après un mois d'essai, elle sera soumise à une évaluation. Les Bruxellois sauront alors s'ils peuvent définitivement jeter aussi à la poubelle leurs anciennes habitudes. Alors Aurore Pénois, est-ce que c'est une bonne réforme? Je trouve que c'est une bonne idée sur le fait que ça va aider à trier plus, ça va surtout simplifier la vie des gens qui habitent en appartement et ils ont des grands cartons, doivent parfois attendre 2 semaines pour pouvoir s'en débarrasser. Ce ne sera plus le cas. Par contre, là où je trouve c'est encore une idée à la bruxelloise, on change les horaires de ramassage qui tombent en plein dans les heures de pointe, et comme on sait que la mobilité à Bruxelles c'est déjà quelque chose qui fonctionne super bien, je pense que là il y a vraiment peut-être un problème d'organisation. Et je trouve aussi ce qui est assez sympa, c'est effectivement cette limite à 60 litres, parce que j'ai quand même pitié de ces pauvres gens qui parfois, même moi quand je descends de mon sac, je le trouve trop lourd, et donc respecter leur dos et leur santé, je trouve que c'est une bonne chose. Alors il n'y a pas que les sacs poubelles, B.R. Coligny. Il y a la fin des sacs plastiques dans les magasins. Oui, et là vous avez une idée pour... C'est pas une idée, moi je suis pour le cabas. Je trouve qu'il faut acheter local, donc il faut aller chez Clio Goldbrenner, chez Yeba, chez Delvaux. Mais vous aviez un très beau sac. Chez Delvaux, voilà. Regardez. Oui. Il y a aussi des cabas. Voilà, ceci n'est pas un Delvaux. Enfin oui, ceci est un Delvaux. C'est un beau sac, c'est un beau sac pour faire ses courses. Et il est en nylon. Il est réutilisable. Oui, le prix. Oui, bon. Alors on n'est pas là pour faire de la pub. Moins cher que la version Croco. Oui, Barbara Mertens. Les collectes des immondices à Bruxelles. Je suis une néo-bruxelloise, j'habite Bruxelles depuis 9 mois, donc j'ai vécu en Wallonie le système wallon. Moi je trouve que c'est très bien à Bruxelles, parce qu'on passe 2 fois par semaine. Maintenant ça va être 1 fois par semaine, y compris pour les PMC et pour les papiers. Donc ça, il y a juste un souci, c'est pour les encombrants, les grands déchets, où là, les accès au parc à conteneurs ne sont pas hyper pratiques. Mais cela dit, c'est moins cher à Bruxelles, les immondices, je vous le confirme. Alors, c'est une décision de votre gouvernement, Céline Frémaux, c'est votre collègue Fadil Hanal. Donc c'est une bonne réforme. C'est une bonne décision, ça a été rappelé pour simplifier la vie des Bruxellois et des Bruxelloises, qui je pense est lisible, puisque c'est effectivement la fin de l'alternance des sacs bleus et jaunes, c'est le fait qu'il y a une généralisation aussi de la collecte des déchets organiques, il y a le maintien de 2 collectes par semaine. Et je trouve que c'est une très bonne décision parce que ça accompagne une très bonne communication. Donc tous les Bruxellois vont recevoir la semaine prochaine dans leur boîte effectivement une leaflet explicative avec le calendrier des collectes. Et puis il y a une évaluation qui est annoncée d'ores et déjà au printemps 2017, et je trouve ça extrêmement responsable. Ça s'inscrit aussi dans le travail qu'on fait au niveau du gouvernement par rapport à l'interdiction qui a été rappelée par B.R. Coligny des sacs plastiques, puisque j'ai pris la décision et la dernière lecture est passée au gouvernement jeudi pour interdire les sacs plastiques à usage unique à Bruxelles à partir de septembre 2017, ce qui va nous laisser tout un temps pour pouvoir informer, travailler avec les associations de commerçants, et puis les plus petits sacs de type fruits et légumes dans les supermarchés à partir de septembre 2018. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le meilleur déchet, c'est quand même celui qui n'existe pas. Et pourquoi on laisse 1 an de plus pour les sacs? Parce que j'ai voulu travailler sur la question de la modélisation avec notamment la grande distribution, parce que je pense qu'on est vraiment sur des modifications de comportement qui sont fondamentales, qui sont acceptées, je tiens à le souligner. Le jour où j'ai pris cette décision, en tout cas, j'ai énormément de personnes qui m'ont dit c'est normal, évidemment, avec tout ce qui se passe, le 6e continent, plus de sacs plastiques dans la mer que de poissons en 2050. Donc c'est une décision qui a été, en tout cas, plébiscitée. Je pense qu'il faut le faire avec une transition qui s'exprime de façon douce, dans la compréhension, avec un message de communication important, tant à l'égard des citoyens que des commerçants, des personnes qui sont concernées évidemment par ceci. Alors une bonne réforme à Sita Kanko? En fait, ici, j'ai l'impression qu'on confond changement et innovation. Parce qu'on a changé plusieurs fois. Hein. Là, on est retourné peut-être à un système qui existait avant, donc on tâtonne, on a tourné un peu en rond. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire, il faut inventer quelque chose de vraiment nouveau. Il faut arriver à une gestion des déchets peut-être qui ne va pas créer des problèmes de bouchons, parce que moi, le matin, beaucoup de gens se retrouvent parfois derrière, pendant la journée ou le matin derrière un camion, et ils sont bloqués. Donc, il y a quand même pas mal de soucis. On pourrait profiter du fait qu'on a quand même plusieurs universités à Bruxelles, demander aux jeunes ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait vraiment arriver à une innovation réelle au lieu de chaque fois changer, essayer quelque chose qui ne fonctionne pas et retourner à autre chose. Ceci dit, il y a 2 éléments positifs. Déjà, on pourra sortir les sacs blancs, on pourra continuer à les sortir 2 fois par semaine, très bien. On pourra, sans faire beaucoup d'exercices, savoir quand est-ce qu'il faut sortir les jaunes et les bleus, etc. Donc c'est bien. Maintenant, avec le changement d'horaire, il y aura aussi les trottoirs qui seront un peu
mieux dégagé. Donc, d'un point de vue hygiène du champ visuel, c'est positif. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sacs orange. Pour le CDH, aussi pour les déchets. Il y a des sacs bleus pour le MR. Chacun a son sac. Chacun va vider son sac et on regardera la couleur. Oui, Céline Frémaux, vous vouliez ajouter un mot sur l'innovation? Oui, sur l'innovation, parce qu'effectivement, je voulais expliquer à Mme Kanko que l'innovation fait partie des grands axes du programme régional d'économie circulaire qui a été adapté en mars 2016, qui va avoir bientôt un an, avec mon collègue de l'économie et avec Mme Lanane également pour la recherche scientifique, qui a toute une série en fait de programmes de collaboration avec l'université qui sont en cours. Et c'est aussi une petite fierté puisque cette semaine, le programme régional d'économie circulaire a reçu justement l'award de l'innovation sur le plan européen. Et nous en sommes bien heureux de savoir que Bruxelles est primée dans sa prospective en matière d'économie circulaire. Moi, j'aimerais juste voir aussi dans nos rues et sur nos trottoirs le résultat de l'innovation et pas juste le changement on essaie quelque chose qui ne fonctionne pas et puis on essaie autre chose. Sylvie Osberg. Oui, alors à propos de sac plastique, moi je suis pour, parce qu'il y a un Breton qui a inventé l'algopac, et donc c'est le sac plastique fait à partir d'algues, et donc vous pouvez le dissoudre dans l'eau en 5 minutes. Donc je trouve que ça, pour les sacs plastiques, algopac, très bien. Un autre plastique. Alors je voulais profiter du fait qu'on avait la ministre de l'Environnement ici pour lui poser quelques questions sur les survols, parce que c'est aussi d'actualité cette semaine. Et d'abord, je voulais que vous réagissiez à ce que la région flamande a dit d'abord. Elle a dit qu'il y a conflit d'intérêts dans le cas du renforcement des normes bruxelloises contre le bruit des survols. Ça doit démarrer 1er janvier. Donc la région flamande a décidé d'invoquer le conflit d'intérêts. Oui, mais je suis un peu étonnée parce que j'ai l'impression que la région flamande n'est pas tout à fait au courant des dernières décisions du Conseil d'État, puisqu'effectivement, quand j'ai pris la décision, je pense légitime, de supprimer la tolérance qui était pratiquée depuis 15 ans par rapport à la question du survol de Bruxelles dans la perception des amendes, c'est-à-dire qu'on laissait une tolérance de 6 décibels ou de 9 décibels, et sincèrement, après 15 ans, les technologies ont évidemment évolué, et les compagnies aériennes, à tout le moins, savent quelle est la législation sur les normes de bruit, ce que je suis chargée de faire respecter comme ministre de l'Environnement. Et donc, les compagnies aériennes ont attaqué ma décision maintenant depuis plusieurs mois, et elles se sont vues, en tout cas, refoulées dans leurs arguments au niveau du Conseil d'État, qui a dit que, en fait, laisser cette tolérance perdurer, c'est donner un permis de délinquer dans le ciel bruxellois. Mais invoquer le conflit d'intérêts, ça bloque votre décision. Ça va bloquer, en fait, très temporairement la décision. Ça dépend de la date d'introduction. C'est quelques semaines, pas plus, mais la décision va rentrer, évidemment, en vigueur. Et là où elle a pu être attaquée en justice, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de raison qui a été donnée à ceux qui l'ont fait. Alors le ministre Belot a dit, lui, qu'un tram peut faire plus de bruit à Bruxelles que les avions. Est-ce que vous êtes beaucoup plus compréhensive pour le bruit des trams que pour le bruit des avions ? Alors d'abord, la question du bruit aujourd'hui est la première cause de plainte à Bruxelles l'environnement, il faut le savoir. Le bruit des avions ou le bruit en général ? Le bruit en général. Alors le bruit des avions, effectivement, a quand même connu toute une série de développements ces derniers mois, puisque j'ai notamment introduit des actions cessation, parce que vous avez aujourd'hui un vol sur le bruit deux. des trams. Écoutez, moi, j'habite pas très loin d'une ligne de tram. Je suis moins dérangée par le tram que je ne suis par les avions. Et pourtant, je ne suis pas sur une trajectoire qui est largement survolée. Donc, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Non, la question du bruit, elle est réglée par toute une série d'arrêtés par ailleurs. Et on travaille à un plan bruit général à Bruxelles. Simplement, il y a une législation aujourd'hui sur les normes de bruit à Bruxelles. Et j'entends la faire respecter. Je suis désolée, c'est une question de santé, c'est une question d'environnement. Est-ce que les sirènes vont être comprises dans votre plan ? Les sirènes, madame, sont fédérales. Est-ce que vous savez ça? C'est parti encore. Mais donc, vous savez que justement, je suis en train de lancer. Eh bien, tout ceci ressort du fédéral. Mais pour ne pas laisser les Bruxellois dans le désarroi, nous avons décidé de nous pencher sur la question et de faire une étude de plus. Alors, j'ai une dernière petite question pour vous. Belgo Control ne suit pas les règles en matière d'utilisation des pistes, a dit aussi le ministre fédéral, suite à des audits. Oui, et donc Belgo Control, aujourd'hui, visiblement, a rétorqué que le ministre ne disait pas la vérité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'enfin, le fédéral vienne avec une solution structurelle sur le survol de Bruxelles. Moi, je fais mon job. Mon job, c'est de faire respecter aujourd'hui l'arrêté bruit. C'est de placer des sonomètres pour objectiver une situation qui est détestable pour de nombreux Bruxellois, voire pratiquement, en fait, l'ensemble des communes, puisque les actions de cessation que j'ai introduites, elles ont été soutenues par les 19 communes. Le fédéral doit faire sa part. Pendant 1 an et demi, l'ancienne ministre de la Mobilité, MR, n'a fait dire qu'une chose, c'est « je vais arriver, j'ai un plan, l'autorité de contrôle va être déposée sur la table ».
On a attendu comme ce RAN, on n'a rien vu venir. Maintenant, ça fait 8 mois que j'attends également que quelque chose soit déposé sur la table. J'ai saisi par ailleurs les tribunaux à Bruxelles. J'entends que les MR respectent les promesses qu'ils ont faites en 2014. Vous êtes attaqué, le MR est attaqué. Ici, ça me fait penser au fait qu'avant, l'ancienne ministre de la Mobilité MR, il y a eu un ministre CDH qui n'a pas survécu à ce ministère-là et qui n'a pas apporté vraiment des solutions non plus. Voilà, Melchior Watley, donc on s'en souvient en fait. On n'a pas fait une campagne sur la résolution du survol de Bruxelles en 2014. Hein. 2 ans et demi après, vous êtes tout à fait en rade sur le dossier. Si je peux. En fait, ici, j'ai l'impression que tous ceux qui ne sont pas en charge du dossier vont toujours dire que c'est la faute des autres. C'est un très très vieux problème, ce problème-là. Et maintenant, il y a pas mal de batailles d'ego autour d'un problème qui concerne tout le monde. Donc, on devrait simplement avoir une situation où toutes les régions et le fédéral vont se mettre ensemble pour trouver des solutions constructives. Mais on voit que depuis 40 ans, ça ne marche pas. Hein. Mais voilà, moi, je n'étais même pas encore née. Donc, il y a tous ceux qui imaginent que les avions, c'est comme des trottinettes, on fait ce qu'on veut. Et un jour, on veut que Brussels Airlines fonctionne. Mais en même temps, on se comporte comme si l'aéroport était un ennemi. Ici, il y a un souci. Il y a un problème à résoudre. Il faut le faire ensemble, tout en considérant Bruxelles Airport comme un atout pour la Belgique. Hein. Donc, il faut pas envoyer des signaux très négatifs non plus à l'étranger, et il faut mettre les Bruxellois, ceux qui subissent ce problème-là, mais vraiment au centre des préoccupations, et mettre à côté tous les égos et ne pas oublier les échecs des partis qui nous ont précédés à ce poste-là. Céline Frémaux, vous avez commandé une étude sur tout cela, et on voit que ça fait effectivement 40 ans qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir une solution dans la Belgique telle qu'elle est constituée aujourd'hui? Moi, il y a plus d'une année, nous avons trouvé une solution quand je présidais la Commission nationale climat à la répartition de l'effort climatique, alors que ça fait 6 ans que le dossier est en rade. Nous l'avons fait parce que nous nous sommes mis autour de la table avec l'entité fédérale et les entités fédérées au sein de mon cabinet pendant plusieurs semaines. Ça fait aujourd'hui, je vous entendais, Mme Kanko, 2 ans que je demande une réunion. 2 ans. Il y a un comité de concertation présidé par le Premier ministre, MR Charles Michel, qui m'a envoyé une lettre en septembre 2015 pour m'expliquer que des groupes de travail allaient démarrer. Ils n'ont jamais été convoqués. L'étude que j'ai faite, elle sert à une chose, à objectiver une situation pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Moi, je ne me suis pas amusée à pointer les erreurs des uns et des autres. Simplement, il ne faut pas que l'histoire se répète. Il faut une base objective, la concertation. Mais je n'attends que ça. Ça fait 2 ans. Vous n'imaginez pas la pile de courriers que j'ai chez moi, de ce que j'ai pu envoyer à l'ancienne ministre de la Mobilité, au nouveau ministre de la Mobilité, au Premier ministre. Donc, à un certain moment, moi, je ne peux pas convoquer moi-même, un certain moment, des réunions de concertation. Je les demande. Et je ne vois rien venir sur le sujet. À mon avis, avec le conflit d'intérêts, les concertations auront lieu. Vous devrez en parler tous ensemble. On va parler de notre dernier sujet, le pacte d'excellence. Et je voudrais un petit peu avoir vos réactions, à la fois sur à peu près la clôture de ce pacte, mais aussi la première étape dont on a parlé davantage cette semaine, c'est les nouveaux rythmes et les nouveaux congés scolaires. Donc on va se retrouver avec des congés différents. Aurore Pénois, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants ou pour leurs parents? Je crois pas. Je pense qu'il va falloir aussi un temps d'adaptation, c'est un peu comme les sacs poubelles. Mais notamment parce que, évidemment, ça va recréer des mouvements de mobilité aussi à nouveau. Oui, puisque le bonheur... beaucoup, ça, hein. Voilà, en ce moment, oui. Le bonheur de pouvoir circuler à Bruxelles pendant les congés, quand tout le monde est en congé, va donc disparaître sous peu. Non, il va s'agrandir aussi. Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'y aura plus ce bonheur de n'avoir personne sur la route au même moment. Non, mais si les enfants sont plus heureux. Oui, je n'en ai pas. Elle n'en a pas. C'est pas grave. Elle a quand même le droit de donner un avis, même si elle n'a pas d'enfant. Donc voilà, après je pense effectivement cette réduction de la longueur des grandes vacances doit être quelque chose assez intéressant, je pense effectivement, surtout pour rebalancer vers le congé de Toussaint et le congé de Carnaval. Je crois que ça va faire du bien aussi pour les enfants qui auront un vrai break et pas cette espèce de 5 jours un peu bizarre. Béatrice Coligny. Moi, je trouve ça très bien. Je dirais le next step, c'est l'école qui commence à 9h. C'est très bien pour les parents. Comme ça, ils n'arriveront pas en retard à Forêt, surtout. Et votre avis, Céline Frémaux, positif, parce que c'est une mini-CDH qui vient avec le pacte? Je trouve que c'est un très beau travail qui a été fait. C'est un travail qui a été initié il y a 2 ans. Comme quoi, quand on commence à travailler à temps, on peut déboucher sur des solutions à temps. En tout cas, je trouve que c'est un travail qui a été initié par Joëlle Milquet, qui a été repris par Marie-Martine Schins, qui est enseignante elle-même. Je pense qu'elle parle en connaissance de cause. Je crois qu'elle a identifié toute une série de difficultés, de problématiques, de choses à faire bouger. La question, effectivement, des rythmes scolaires a suscité toute une série de premiers commentaires, puisqu'on peut faire des raccourcis. On a dit c'est la journée jusqu'à 17h. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que
elle prend en considération que toute la réforme potentielle des rythmes scolaires a un impact sur la vie des familles. Et ça, je crois que c'est fondamental de le souligner. Et elle dit qu'elle va faire une étude de faisabilité. Et ça, je pense que c'est effectivement très intelligent de pouvoir se dire que ça va être des changements majeurs s'ils se produisent et que dès lors, il faut de la concertation, il faut pouvoir tout envisager. J'entends beaucoup de réactions effectivement positives et c'est heureux par rapport au rythme des enfants, par rapport à la nécessité de pouvoir progresser, donc peut-être d'avoir des vacances moins longues pour ne pas oublier tous les savoirs. Qu'il n'y aura pas de stage à ce moment-là, que ça ne va pas être facile pour les enfants de parents divorcés. Enfin, il y a toujours quand même des remarques aussi qui sont négatives, il faut le Je pense que ça se discute. Oui, ça se discute. Asita Kanko, de votre côté. Je voyais Mme Mertens qui faisait un petit geste de la main pour les parents séparés. Ben oui, une semaine. Asita Kanko. Mais c'est une belle initiative. Il est important d'avancer, de transformer l'école pour qu'elle réponde aux besoins d'aujourd'hui. Seulement, on a quand même quelques réserves. Par exemple, au niveau, enfin, c'est bien, moi j'ai dit aussi un peu Saint Thomas, quoi. C'est bien d'avoir de beaux discours, mais malheureusement, il faut pas, parfois on confond le discours avec le résultat. Ici, quand est-ce que ça va être réalisé, avec quel budget? Donc on sent déjà avec un gros montant pour 2017 dans le budget wallon, on n'a que 21 millions quand même prévus pour le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui n'est même pas sur le budget de la ministre de l'Enseignement, mais qui est chez M. Desmottes. Donc, moi, je veux bien qu'on ait un avis détaillé sur ce qui va se passer, qu'on ne soit pas trop gourmand, qu'on soit réaliste, qu'on réalise cela étape par étape. Et ensuite, concernant le redoublement, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Quand on a raté une étape, il vaut mieux rattraper ce retard-là au bon moment plutôt que de continuer dans une situation où on n'arrive pas à se retrouver et qu'on se perd en cours de route et que ça devient un échec qu'on ne peut plus rattraper. Donc, on a une réserve par rapport à ça, mais globalement, je pense que c'est une très bonne initiative et que c'est nécessaire de mener cette réflexion-là. Deux points courtement. La méthode, c'est très intéressant, la méthode de travail pour parvenir à cet accord qui a eu lieu en fin de semaine, puisque tous les acteurs de l'enseignement ont été associés à cette réflexion et que ça a été des milliers d'heures de travail et que donc tout le monde a écouté tout le monde. Donc ça, c'est plutôt positif et ça devrait donc satisfaire le plus grand nombre. Moi, ce qui me semble le plus intéressant dans cette réforme, c'est les moyens qu'on va enfin mettre en maternelle. Parce que c'est le point de départ de tout. Et si on veut habituer l'enfant à l'école, à bien fonctionner au sein de l'école, à y aller avec plaisir pour apprendre, c'est là qu'il faut mettre les moyens. Je pense que ça, pour moi, c'est le point essentiel de la réforme. L'idée est de démarrer par la maternelle. Sylvie Losberg. Moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est évidemment la concertation avec le secteur, le fait qu'on arrive à un tronc commun. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Même si on ne réduit pas vraiment les inégalités, en fait. Pour l'instant, il y a un petit manque de volontarisme là-dessus. La question de la gratuité, quand même, je pense qu'on va plus loin qu'une législature pour arriver à la gratuité d'enseignement. Donc ça, c'est vraiment aussi, je pense, un point très, très positif. Maintenant, on ne touche pas au tabou qui est la fusion des réseaux. Ça, je crois que c'est un sujet qui doit être mis sur la table chez nous, quoi. Je veux dire, mais qui n'est pas dans le pacte d'excellence. Non, qui n'y est pas, voilà. Et j'ai une petite question pour Céline Frémaux. Oui, pour Céline Frémaux, sur un sujet qui touche aussi l'école et dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, c'est les VRAS. Oui. Donc, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc vous avez mis des moyens pour les VRAS, surtout à Bruxelles, presque doublés. Donc ça, c'est vraiment formidable. Mais on attendait fin 2015 les premières évaluations. Et là, je suis vraiment perplexe parce que ce qu'on voit, c'est qu'on aura peut-être un jour une évaluation quantitative, mais je ne vois rien au niveau des évaluations qualitatives. C'est-à-dire quels sont les sujets qui sont traités, dans quelle école, avec quel public. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc effectivement, le budget de l'EVRAS est passé de 300 000 à 500 000 euros cette année, ce qui permet d'engager évidemment plus de personnes. Nous avons travaillé aussi avec toute une série d'associations dont Touche pas ma pote, qui n'étaient pas participantes au projet de départ. On a fait une cartographie d'EVRAS qui n'existait pas jusqu'à présent, pour savoir effectivement dans quelle école, combien d'heures, quel type de thématiques. Donc par exemple, de nouvelles thématiques ont émergé, la question des mariages forcés, des mutilations génitales. J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'égalité homme-femme à travers les VRAS. Maintenant, ce qu'on attend aussi, c'est la mise en place
place d'un label qui est annoncé, qui va permettre de couvrir aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles pour justement travailler sur la question de l'approche qualitative qui est fondamentale. Je pense qu'en tout cas, les moyens dégagés sont extrêmement bien utilisés. On a eu le premier salon de l'Evras la semaine passée à Bruxelles qui a eu chaque fois plus de 300 personnes chaque journée. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui à Bruxelles de pouvoir donner ces outils-là, mais des outils de qualité, donc cartographie globalisée pour être sûr de faire tout. Elle est faite. Et alors, il y a la question du label qui est en cours et discussion effectivement avec les autres entités. Merci pour cette discussion. On a quelques infos nouvelles en matière de coûts, pas seulement sur le pacte d'excellence. Je vous propose de passer au coup de cœur. On va commencer par Sylvie Losberg qui voulait nous parler d'art déco, c'est ça? Oui, donc il y a une association qui s'appelle Art Déco Event, donc qui veut mettre l'art déco bruxellois à l'honneur. Et le vernissage, c'était le vendredi, mais samedi, dimanche, c'est de 11 à 18h, donc c'est ce week-end à la Ferme Rose. Et donc il y a à la fois des objets exposés et des objets à vendre. Donc je pense que pour les fêtes, pour les gens qui veulent faire des cadeaux, je pense que il y aura plein d'événements. Donc vraiment, je pense que c'est un très chouette rendez-vous pour ce week-end. Et l'art déco, c'est très bruxellois. Autre chose très bruxelloise, et dont cette semaine on a beaucoup parlé, c'est la bière, Barbara. Oui, et un petit coup de chapeau au mailleur de Bruxelles, puisqu'il a décidé de servir des bières lors des réceptions à l'hôtel de ville. Et un coup de chapeau à une brasserie qui s'appelle En Stummelings, c'est très bruxellois, et on voit là qu'il y a un packaging des bières qui est très 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 sympa, puisque c'est des petites étiquettes. Et alors les noms des bières sont très sympathiques aussi, puisque vous pouvez choisir la chic madame, la curieuse neuse ou la haie le tram, à votre santé. Alors vous, Aurore, vous allez parler d'innovation. Et oui, c'est peut-être un livre qu'on pourrait presque dédier à la moitié des politiciens bruxellois. Il s'agit en fait d'innover dans l'adversité via 5 principes. Ça vient d'Inde. C'est une méthode qui est appliquée dans de nombreuses sociétés occidentales, américaines. On peut parler de Pepsi et bien d'autres. Alors, 5 principes. Rechercher des opportunités dans l'adversité, très bruxellois. Faire plus avec moins, très belge. Penser à agir de manière flexible, très 2016. Viser simple, c'est valable partout. Et surtout, intégrer les marges et les exclus. Ça, c'est à mon sens aussi bruxellois. C'est une chouette lecture, je vous la conseille vraiment. Alors Béa, vous avez voulu profiter du fait qu'on parlait des expertes aujourd'hui. Bah oui, ça s'imposait, la bruxelloise, donc il est tout chaud, là, il sort d'impression chez Racine, 100 portraits photographiques de bruxelloises, dans la diversité, et elles répondent chacune à un questionnaire, elles se présentent elles-mêmes. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit leur écriture, chacune dans sa propre langue, donc c'est un bouquin en 3 langues. C'est Cissi Olsson, qui est suédoise d'origine et bruxelloise d'adoption, mais depuis très longtemps, qui signe les photos. Et je me disais, finalement, il faut être étrangère ou pas être née à Bruxelles pour faire un guide sur Bruxelles et les Bruxelloises. Il y a eu les pintades par une Strasbourgeoise, Elisabeth Klaus. Voilà. Là, je vous montre la rédactrice en chef adjointe de BX1, Stéphanie Meyer, qui présente l'interview en général le vendredi. Et alors, mon coup de cœur à moi, c'est un livre sur la culture à Bruxelles. C'est un guide, c'est le guide culturel de Bruxelles, multilingue, et présenté mois par mois. On y trouve toutes les grandes expos, tous les festivals, tous les événements de la capitale. Ça coûte 10 € et on trouve ça dans toutes les bonnes librairies et même chez les marchands de journaux. Voilà, on va demander aussi peut-être rapidement si vous avez quelque chose à nous proposer pour ce week-end. Céline Frémaux, est-ce que vous avez une idée? Chaque année, le 3 décembre, c'est la journée internationale de la personne handicapée. J'ai la grande chance, et je souligne le mot chance, d'être en charge de la politique des personnes handicapées à Bruxelles. Donc je voulais vous livrer mon coup de cœur, qui est le projet Intermède, qui est une maison de répit qui accueille plusieurs jours par semaine et plusieurs nuits des jeunes handicapés entre 16 et 35 ans, de grande dépendance. Et je voulais faire un coup de chapeau à toutes ces personnes qui travaillent aussi au sein de ces institutions et d'avoir une pensée pour les familles qui sont là en train d'accompagner des personnes qui sont en état de grande dépendance, qui sont différents et qui ont bien besoin de toute notre aide et de tous nos financements. Ça s'appelle Intermède. Voilà. Asita Kanko, vous, la dernière fois, il me semble que vous avez parlé de sculpture, c'est ça? Non, c'était pas vous, c'était notre invité, pardon. Alors vous voulez nous parler d'une exposition ou d'une idée culture? Moi, je dirais d'aller non seulement... je suis tentée d'aller boire la bière
avec Barbara, c'est sûr. mais il faut venir à la place Flagey le week-end, c'est toujours amusant d'aller au marché, ou bien dans la rue de Namur, où il y a des artistes qui exposent des bijoux, mais vraiment pas mal. Ça a commencé vendredi après-midi. Et d'ailleurs, il y a une des artistes qui me prête ses boucles d'oreilles, donc Rosie Sambois, qui a la marque McKinsey. Et je me dis, il faut les encourager. Moi, je soutiens toujours les petits indépendants qui se battent pour exister. Donc, merci à vous toutes, merci invités, merci chroniqueuses. Bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour des experts. Bon week-end.